5, le 3W nanafm.tg, sur le bouquet Canal+, numéro 902, et encore sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadi et Georgette Clousset va assurer la mise en onde. Il est le premier chiffre, le commencement de toute énumération. En mathématiques, il est la base de la construction des entiers, l'identité multiplicative, le repère stable dans un monde infini. Dans l'imaginaire collectif, il symbolise l'unicité, l'individu, parfois même la solitude ou l'absolu. Et dans le réel, il se glisse partout, dans notre langage, nos choix, nos systèmes numériques jusqu'à nos identités virtuelles. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans le mystère et la richesse du nombre 1, une exploration à la croisée de la philosophie, des mathématiques, de la culture et du quotidien, car derrière ce chiffre apparemment simple se cache une infinité de sens. Et c'est avec le docteur Komla Ako, il est l'auteur de l'essai « Le nombre 1 dans l'imaginaire ». Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et venir répondre aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, je vais vous demander humblement de vous présenter à nos auditeurs. Oui, je suis Komla Ako, docteur en physique-chimie. Je suis aussi enseignant-chercheur à l'INP, donc UGA, c'est-à-dire l'Institut national de Polytechnique et l'Université Grenoble-Alpes. Alors, que pensez-vous de ceux qui pensent qu'aujourd'hui le monde a besoin plus de scientifiques que de littéraires? Alors, c'est vrai qu'on pense souvent qu'on a besoin de plus de scientifiques et que de littéraires pour je ne vais pas dire une raison simple, mais c'est l'idée qui me vient en tête tout de suite. Mais disons que manifestement, lorsque vous utilisez le numéro de téléphone, enfin le portable, pardon. Vous avez le portable, c'est une création technologique. Et on a eu la voiture, une création technologique. On a eu voilà, plein de choses comme ça qui viennent des créations scientifiques et techniques. Donc l'association des deux, on a une technologie. Donc on ne voit pas, comment je vais dire, de manière claire et manifeste l'apport du littéraire dans ces créations-là. C'est l'outil, le besoin de l'outil. Et donc vu que tout le monde parle, bon, c'est bon, on parle et maintenant on a besoin d'outils. Et quand on crée les outils et qu'on les fait évoluer, tout de suite on voit l'utilité. Et sans oublier le médical, voilà, donc dans le domaine de la santé. Bon. Ça s'explique. Oui, ça s'explique, c'est vrai. Pourquoi on dit cela? Ça s'explique. Alors, vous êtes l'auteur de l'essai « Le nombre 1 dans l'imaginaire ». Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un essai centré sur le nombre 1? Très bien. Donc, à la base, c'est parce que mon travail utilise beaucoup de chiffres, beaucoup de mesures, parce qu'en tant que scientifique, on mesure beaucoup, et même la technique, le menuisier, il mesure beaucoup, le maçon, il mesure beaucoup, et donc dans mon domaine aussi, je mesure beaucoup. Et c'est souvent, comment je vais dire, des chiffres créés soit par l'ordinateur, il y a beaucoup de choses comme ça, mais dans le même temps, c'est du réel que je manipule. Et donc, à un moment, je me demande, mais pourquoi je donne 1 à cet objet-là? Pourquoi je commence par, voilà, quand je dis 1, et pourquoi je mets 1 sur cette valeur-là? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Bon, donc, et quand on atteint ce niveau d'étude, quand le docteur avant, ça se disait aussi, même d'ailleurs maintenant on dit PhD en anglais.
Et donc c'est un diplôme de philosophie. Quand on arrive au doctorat, voilà, c'est de la philosophie. Donc, c'est-à-dire qu'on est formé à penser. À partir de là, je peux penser donc ma propre question. Pourquoi je mets un voilà, sur cet objet-là? Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir sur cette unité. Et je découvre que c'est pas c'est pas évident en fait. Donc j'ai commencé à poser les idées sur du brouillon, et petit à petit je vois que ça se construit. Après bon, on laisse les éléments puisqu'on se va à d'autres activités. Et là un jour je suis ce document-là sur YouTube, où le présentateur présente que la somme des entiers naturels, donc quand on dit la somme des entiers naturels, c'est-à-dire quand tu prends 1, tu ajoutes 2, ensuite tu ajoutes 3, tu ajoutes 4, jusqu'à ajouter l'infini, on va dire, et tu as un résultat négatif. Et non seulement ce résultat est négatif, c'est-à-dire que même l'opposé ne te donne pas un résultat positif supérieur à 1, en fait. Donc c'est moins 1 douzième, moins 1 divisé par 12, moins 1 divisé par 12 précisément. Face à cela, on se dit, mais c'est formidable, c'est génial, c'est étonnant, c'est surprenant. Donc comment cela s'explique, ça? Voilà. Et là, on retourne encore réfléchir, et en ce moment, je me suis dit, non, il faut que je sorte tous les éléments que je posais sur le brouillon, et tout de suite écrire quelque chose de concis. Donc, un livre qui pose toutes mes idées, d'où la mathématique et le réel, finalement. C'est-à-dire que ces chiffres-là qu'on manipule comme ça, bon, quel rapport ces chiffres ont avec le réel? Alors, c'est ce qui m'amène à vous demander, comment avez-vous articulé les liens entre l'imaginaire, les mathématiques et le réel dans votre réflexion? Oui. Alors ça n'a pas été très difficile, hein, honnêtement parlant. Dès lors que je prends un objet que je dis 1, et que je prends un autre, le même objet, bon, je vais faire un exemple terre à terre. Je prends la craie avec laquelle on écrit au tableau, et je dis j'ai une craie. Ensuite, je casse la craie, et je présentais ça. Il faut bien jouer comme ça avec les enfants, ou parfois même avec les adultes aussi. À un collègue, par exemple, j'ai dit, mais j'ai combien là? Il dit, mais tu as 2. Bon, donc, tout de suite, ça change tout. Je dis, bon, ok. Tout à l'heure, j'avais une craie, je l'ai cassée, et là, ça devient 2. Mais si je continue à casser, au fait, ça ne fait qu'augmenter, alors que j'étais parti donc d'une seule craie. Bon, donc c'est à partir des objets du réel. Par exemple, la feuille A4. Avant, je pensais que la feuille A4 serait plus grande que la feuille A2 ou A1. Et c'est quand on commence à faire les posters, parce qu'à l'école, on fait des présentations parfois sur posters, on demandait de faire sur du A0. Et c'est là que je découvre que en fait, la feuille A0, c'est la plus grande. Et donc, A8, c'est la plus petite, puisqu'on n'avait pas l'habitude de manipuler des A8. Hein. Quand on commençait, c'est A4. Voilà. Et bon, donc je vois que dans la vie réelle, comme ça, on manipule ces chiffres-là, on les met sur des objets, on les met à sa guise, ce qui veut dire que là où on a mis du 2, peut-être ailleurs, quelqu'un a mis du 1. Bon, voilà, ça fait réfléchir quand même. Alors, les gens se demandent, quelle est d'abord l'importance des mathématiques dans notre vie quotidienne? Oui, et donc c'est de cette réflexion, effectivement, je découvre
l'importance des mathématiques. Vraiment, les mathématiques. En quoi c'est important? Comment je vais pouvoir le dire assez simplement? J'ai d'abord compris que les mathématiques, ce n'est pas juste le fait d'écrire au tableau x plus 2 est égal à 3, donc x égale à 3 moins 2. Donc, ceux qui ont fait au moins la sixième ou cinquième, voilà, ils comprennent ce que je dis. Et après, quand on arrive dans les niveaux supérieurs, on introduit des fonctions, des intégrales, et quand on le fait, on peut se sentir mathématicien, quoi. On dit, il est mathématicien. J'ai compris que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Et que c'est plus ce qui se passe dans l'esprit. C'est-à-dire, c'est la capacité de l'individu à pouvoir analyser une situation, à pouvoir voir des différences, donc à pouvoir discriminer. Et on sait, je ne sais plus en quelle classe au lycée, plutôt première terminale, on commence à calculer les discriminants, puisqu'on utilise les identités remarquables. Pour résoudre donc les équations, ça peut être du second degré. Donc, c'est cette capacité-là à pouvoir discriminer. Donc, ça demande une certaine logique, une certaine faculté intellectuelle pour le faire. Et sans cela, on voit les choses, mais on ne comprend pas leur comportement, on ne comprend pas leurs différences, on mélange des choses qui ne doivent pas se mélanger. Voilà, parce que c'est juste des objets comme ça. Donc, parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir les discriminer. Et la mathématique, ça permet en fait d'avoir cette faculté-là de discriminer les choses. Et c'est là où ça s'associe après au langage. Et ça, peut-être qu'on y arrivera. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs, le nombre 1 paraît simple au premier abord. Mais quels sont les aspects moins connus et inattendus que vous avez explorés dans votre essai? Oui, il y en a plusieurs. Et, alors, je vais peut-être partir du plus, comment je vais dire, le plus simple. Non, parce qu'ils sont tous difficiles, en fait. Donc, du coup, pour moi, en tout cas, le plus difficile que j'ai découvert, je vais dire, c'est que l'unité en tant que telle contient donc une part de négatif, de positif, qui associé finalement fait que l'unité disparaît. Et l'unité est là, mais est sous forme de zéro, puisqu'on a associé un moins et un 1. Mais le moins 1 n'est pas vraiment sous forme ce qu'on appelle de relatif, anti-relatif. C'est pas tout à fait ça, mais il est en même temps aussi présent sous forme imaginaire. Voilà, donc là, c'est vraiment ce que j'ai découvert, et c'est ce que j'explique dans le livre. Bon, maintenant, j'ai fait d'autres découvertes aussi. C'est qu'il y a une expression qu'on écrit avec exponentielle. Donc, exponentielle, je crois que c'est sur la première, la page de couverture du livre, on peut lire EI de pi. Et ça, c'est égal à 1. Qu'on utilise, pour ceux qui ont fait des études un peu poussées, qu'on utilise en physique quantique. Et ouais, ça apparaît plus souvent dans ce domaine-là. Donc, EI de pi, vous avez E, c'est l'exponentielle. I, c'est l'imaginaire. 2, c'est un entier. Et pi aussi, c'est un réel. Quand on l'écrit comme ça, ça fait 1. Mais comment est-ce possible? Voilà. Donc là, on se met à réfléchir sur cela. Comment, si on ne vous enseigne pas ça, vous ne pouvez pas, en fait. Ça ne sort pas comme ça. Et donc là, j'ai compris, au fait, que à un moment, le mathématicien, il pose que cette expression-là est égale à ça. Et ensuite, cette nouvelle expression, maintenant, le mathématicien va lui donner des fonctions, des propriétés
tout un ensemble, et c'est la partie la plus difficile. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas venir et puis dire, bon, pour moi, c'est cet égal-là. Non, parce que une fois que tu l'as dit, bah, donne-lui les propriétés. Voilà, c'est là où ça devient difficile. Et donc, voilà, j'ai découvert... 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, le nombre 1 dans l'imaginaire, c'est le thème de l'émission qui nous réunit ce matin. Donc, les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Alors, qu'est-ce qui peut motiver un auditeur à acheter votre essai? Et d'abord, le fait de partager la même curiosité. Ça aussi, ça peut motiver l'éditeur, puisque je sais qu'il y a, dans l'adulte, il y a encore l'enfant qui pose la question pourquoi. Voilà. Donc, l'auditeur qui est curieux, qui se pose aussi les mêmes questions, peut bien être motivé à l'acheter. C'est plus format la curiosité. Nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour Norbert. Mas, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, Oui. pourquoi considérer le nombre 1 que tous les chiffres contiennent? Oui. Que de considérer les unités de mesure qui fixent les règles du jeu sans tenir compte du lieu où on se trouve. Excusez-moi, professeur. Oui. Je suis un peu scientifique comme vous. Oui. Tel que vous nous présentez les mathématiques, je pense que vous allez faire peur à ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Parce que moi-même, je me suis difficilement. Oui. Peut-être que c'est en lisant votre recueil que je comprendrai mieux le cheminement que vous avez pris pour expliquer. Oui. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Alors, sa première question, pourquoi considérer le nombre 1 au lieu de considérer les unités, voilà, qui fixent les règles internationales, on va dire aussi internationalement reconnues, voilà, donc par l'organisme des mesures. Alors, donc, ça, les deux sont liés. Parce que quand on considérait l'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je considère le mètre, c'est ça l'unité. Quand je dis 2 mètres, donc le mètre est pris comme l'unité. Ou bien c'est le centimètre. Donc c'est pour ça qu'on a le système, on utilise le système CGS, centimètre, gramme, seconde. Donc on prend l'unité seconde, tout en sachant que l'unité seconde, c'est aussi milliseconde, hein, puisqu'on peut travailler en unité milliseconde. On peut travailler en unité nanoseconde. Donc la seconde n'est pas, en fait, c'est-à-dire que c'est l'unité du temps, mais ce n'est pas une unité absolue. En fait. On parle de sous-unité. Donc, sous-unité, c'est une unité aussi. Très bien. Et dedans, c'est de comprendre que, puisqu'on a des sous-unités, il faut comprendre comment est-ce que cela a été défini. Parce que quand on utilise, on n'a pas créé que l'unité en tant que telle, mais on a aussi créé la manière dont ça a été divisé. Donc c'est pour ça, quand on divise, à chaque fois qu'on divise par 10, on a une unité à peu près clairement définie, ou par 1000. Donc les millisecondes, microsecondes, nanosecondes, ainsi de suite. Et par ce livre-là, j'ai compris vraiment cette création humaine. En fait, c'est ça ce qui est important. Parce que quand on n'a pas compris ce qu'on utilise, on n'a pas la capacité de pouvoir soit le changer, l'améliorer, faire évoluer tout cela. On n'a pas la capacité. Donc, c'est seulement d'où la chose est produite, c'est de là que les modifications peuvent provenir aussi. Donc, il faut apprendre.
rentrer dans l'esprit de la personne qui a créé ces unités-là. Pour que ensuite, puisque en tant que scientifique, donc ça explique pourquoi d'ailleurs j'ai voulu effectivement aussi aller jusqu'à ce niveau-là, de doctorat en physique, chimie et autres. C'est parce que depuis, à partir du collège, je commence à me poser la question d'où viennent les formules, les expressions qu'on utilise. C'est ça. Donc j'aimerais comprendre l'origine de ces formules-là. Nous avons notre auditeur en ligne. Alors, oui, madame ici, bonjour. Oui, voilà. On a affaire à un physicien, c'est ça? Oui. Oui, ce matin. Moi, je sais qu'on a des grandes théories au cerveau. Même si on n'y comprend rien, ça m'intéresse, mais bon, moi, je ne comprends rien. Je vais lui demander, il y a un électron physicien du nom de à côté. Il était prof, il a été prof à l'université et il avait proposé de nous fournir de l'électricité avec le soleil à un moment donné. Est-ce qu'il vit encore? Mais on l'a pas supporté pour qu'on passe outre la CET, quoi. Est-ce qu'il en a une idée? Merci. Merci à vous aussi. Alors, produire l'électricité à partir du soleil, c'est des innovations que nous avons aujourd'hui. Alors, madame, et si vous demande, est-ce que vous avez une idée de cette innovation? Et oui, la physique derrière, oui, on l'apprend ça. Donc, les semi-conducteurs qui sont utilisés, lorsque ça reçoit les rayons solaires, il y a des échanges d'électrons qu'on récupère et qu'on fait circuler dans un fil conducteur et ensuite qui sert à alimenter les appareils. Ça, c'est la physique basique maintenant qu'on retrouve voilà, dans les livres de physique et même sur YouTube. Tout ça. Non, la technologie, elle est connue. Par contre, ce qui est difficile, c'est la production sur place. Il faut pouvoir récupérer la matière qui sert à faire ça, en fait. Donc, c'est là où c'est difficile. Et ensuite, il faut le procéder pour pouvoir fabriquer ces plaques solaires. Voilà, c'est plus la partie technique. C'est plus la partie théorique. Non, c'est vraiment la partie technique. Alors, il y a un auditeur qui vous demande, est-ce que l'essai est destiné aux élèves, aux étudiants ou seulement aux professeurs? Et je vais me projeter moi. C'est des livres comme ça que j'aurais aimé lire quand j'étais en terminale. Ou en seconde d'ailleurs. Seconde, voilà, on commence un peu les cours de philosophie en seconde. Je ne sais pas si maintenant on les commence un peu plus tôt ou pas. C'est des livres comme ça que moi j'aurais aimé lire. Et c'est pour ça quand je suis arrivé en France, les premiers livres qui m'ont intéressé, c'était les livres de philosophie. Et notamment ce qu'on appelle épistémologie des sciences. Hein, donc, ou l'épistémologie hein, de manière tout court, l'épistémologie tout court. Et donc c'est ça ce qui m'a intéressé. Et donc c'est des livres comme ça, au lycée ou à terminale, j'aurais aimé les lire, puisque je me posais moi-même les questions pour savoir d'où venaient les choses. Et découvrir que, au fait, les choses viennent de nous, que nous pouvons les créer, et que la seule difficulté qu'on aurait, c'est les propriétés de ces choses-là, mathématiques, hein, c'est leur donner des propriétés. Ce n'est pas juste écrire voilà, au tableau un chiffre, mais c'est de lui donner des propriétés. Et c'est pour ça qu'on nous apprend les propriétés de addition, soustraction, si c'est commutatif, si c'est non commutatif, associatif. On nous apprenait cela. Ça, il faut pouvoir les définir, en fait. Alors, notre premier auditeur qui vous dit la façon dont vous présentez les maths font peur. Alors, ça dépend de... Comment je vais dire? Les mathématiques, déjà, de façon générale, dès lors qu'on arrive, on réussit difficilement une discipline, la discipline peut nous faire peur parce qu'elle nous fait perdre des points. Mais ce n'est pas ce qu'il faut voir. Les mathématiques, effectivement, font peur parce que ça demande de réfléchir, ça demande une certaine logique
qui n'est pas en première approximation, en premier abord, comme ça, saisissable, puisque c'est vraiment quelque chose de pensé, hein, de l'intérieur de la personne. Et d'ailleurs, on vient de voir que le 1 peut avoir plusieurs sens. À partir de là, lequel des sens on communique à l'élève. Il se peut que l'élève, même le fonctionnement organique même de l'élève, c'est un élève qui est curieux, qui se pose déjà la question pourquoi quand le prof il déchire une feuille, il dit mais vous voyez ça c'est la moitié de la feuille, alors que ça l'élève voit deux choses. Donc cet élève-là qui est curieux, qui se pose cette question-là, quand on vient lui expliquer, effectivement, ou bien si l'élève là sait bien lire, ça peut l'intéresser. En fait, ça dépend. Moi, il y avait des matières à l'école hein, que je ne réussissais pas, que je réussissais très très mal, hein, mais elles ne me faisaient pas peur pour autant. Donc ça dépend. En fait. Ça dépend et c'est au prof de se saisir du contenu, de voir qu'il y a différentes manières chez l'apprenant de voir ce qu'il enseigne à l'apprenant. Enfin, donc, et pour apprendre aussi d'autres manières de pouvoir transmettre la même éducation, hein, de pouvoir les transmettre. Par exemple, dans le livre, j'ai appris beaucoup sur le sens du rationnel. Et quand on dit 1 divisé par 11, si vous divisez un objet par 11, si vous les comptez, c'est que vous trouvez 11, au fait. Prenez le pain, partagez-le en 11 parties, vous comptez, c'est que vous allez trouver 11. 1 divisé par 12, vous comptez, vous allez trouver 12. C'est ça, en fait. Alors, donc, dans votre essai, le nombre 1 semble dépasser la seule dimension mathématique. Oui. En quoi est-ce que ce nombre devient un symbole ou encore une métaphore? Et par le réel qu'il incarne, en fait. C'est pour ça. Puisque l'objet en tant que tel n'a pas de nombre prédéfini. Enfin, c'est difficile hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que, ok, c'est un objet, on imagine que cet objet est composé de choses. Mais de combien de choses? C'est déjà infini. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fait que quand on met 1 sur cet objet-là, on est un peu déjà dans la métaphore, hein, en fait. C'est-à-dire on représente un objet par quelque chose d'autre qui n'est pas tout à fait ce... Voilà, donc on rentre déjà dans la métaphore. Alors, est-ce que vous avez puisé dans des références culturelles ou philosophiques africaines pour enrichir votre approche? Bonne question. Je dirais oui, en toute sincérité. Pourquoi? Parce que de langue maternelle africaine, à chaque fois que j'aborde un concept, j'essaie de voir dans ma langue maternelle qu'est-ce que cela représente. Comment on le dit ça dans ma langue maternelle? Et là, je me rends compte que il y a des lacunes énormes. Voilà. Donc, oui, des lacunes, mais vraiment qu'on peut bien caractériser. Hein. Et je prends le cas de nombre. Ouais, après, il y a aussi le fait qu'on n'est pas éduqué dans la langue, etc. Alors, quand ça arrive comme ça, moi, j'interroge mes parents. Hein. Je dis, papa, comment on appelle ça dans notre langue? Et on se rend compte que non, papa ne sait pas. Je demande à ma grand-mère, grand-maman, comment on appelle ça dans notre langue? Et je me rends compte que grand-mère ne sait pas. Bon, donc, ça pose un problème. Hein. Et je prends le nombre. Mais si on doit dire nombre, je prends comme référence EV, en EV. Comment on dit nombre en EV? Non, ça c'est lire une chose, ça. Comment voilà, ouais, soit on le pose comme ça. D'où ce travail-là, et ça devient intéressant. Soit on le pose comme ça, que quand on dit nous, donc il faut pouvoir créer dans l'imaginaire de l'enfant que ça représente nombre et que partout où je vais le dire, tout de suite, on est bien le... Voilà. Donc, quand on a des tests écrits, c'est aussi nous, ouais. Donc, ce qui amène qu'on fasse une discrimination. Voilà, qu'on fait, parce qu'il ne faut pas que ça... C'est-à-dire, quand c'est macroscopique, quand tu dis quelque chose et que ça représente plusieurs choses à la fois,
Les mathématiques n'aiment pas ça, en fait. C'est pas discriminé. En fait, c'est pas. Donc, c'est pour ça il faut qu'on travaille un peu. Oui, il faut qu'on travaille un peu. Alors, comment ce livre s'inscrit-il dans votre parcours tant personnel et puis intellectuel? Alors, moi, par exemple, lorsque je veux définir, je veux donner la valeur 1 à une chose, voilà, maintenant, comment je vais dire, je le fais peut-être avec un peu plus de finesse. Un peu plus de finesse en ce sens que je peux l'expliquer, l'interpréter, le décrire, pourquoi voilà, et je peux expliquer tout ça parce que j'ai eu le temps donc de le réfléchir un peu avant. J'ai compris aussi que les graphiques c'est des chiffres. Voilà, quand on fait un graphique, c'est-à-dire que c'est une manière la règle est un chiffre. J'ai compris ça, que la règle est un chiffre. C'est une manière de représenter le chiffre qu'on ne peut pas représenter juste en écrivant un seul caractère, par exemple. Et donc, la règle, au fait, il écrit un chiffre avec ses sous-unités, au fait, ses sous-compositions, qu'on ne peut pas écrire juste en écrivant 3 ou 4 ou en écrivant 25, au fait. Donc, quand on veut écrire 10 avec ses sous-unités, ce n'est possible que si on le met sous forme graphique. Et c'est la règle. Donc, c'est un chiffre. Donc, et une fois, je suivais une conférence et moi, je ne suis pas mathématicien. Et donc, je suivais un mathématicien qui présentait donc, sur un sujet aussi complexe. Et il a présenté un graphique. Il a dit, voilà, ça, c'est comme un chiffre. Je ne suis pas sûr que beaucoup dans l'Assemblée avaient compris pourquoi il disait cela. Vous voyez? Donc, c'est un peu, en fait, il y a des choses comme ça qu'on saisit pas nécessairement. Maintenant, quel sera votre message, ou bien quel est le message principal aimeriez-vous que vos lecteurs retiennent de cette œuvre? Ok, donc je vais prendre un exemple. Et supposons que vous empruntez 10 000 francs. Donc, et il y a quelqu'un qui a 10 000 francs aussi, mais qui ne l'a pas emprunté. Comment vous comptez ce que vous avez? Est-ce que vous dites que j'ai 10 000 francs ou j'ai 0? Parce que si vous dites que j'ai 10 000 francs, est-ce que vous êtes dans le même état mental que celui qui, lui, n'a pas emprunté et qui dit j'ai 10 000 francs? Est-ce qu'on dit la même chose? Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, le travail. C'est savoir compter. C'est pour ça que je dis savoir compter. Donc, quand tu as 10 000 francs, mais que tu l'as emprunté, il y a le caractère emprunt qui dit que tu dois le rembourser. Consomme tes 10 000 francs, dépense-les. Tu te trouves dans quel état? Par rapport à celui qui, lui, il n'a pas emprunté, il a 10 000 francs, lui aussi, il le consomme. Vous deux, vous êtes dans quel état? Toi, tu te trouves dans un état de moins 10, mais lui, il est dans un état 0. Donc, ça veut dire que tes 10 000 là, ce ne sont pas les mêmes 10 000. Vous voyez, c'est ça, en fait. Comment tu comptes ce que tu as? Alors, est-ce que vous envisagez une suite ou une exploration d'autres nombres sous un angle similaire? Non, pour les nombres, j'ai fini. C'est le temps, maintenant. C'est le temps dans l'imaginaire. Ça, je l'ai déjà écrit, mais j'attends que les éditeurs fassent le travail, donc apportent les corrections avant que je l'imprime sous format papier. Oui, là aussi, il est temps. Donc, voyez, après ça, j'ai réfléchi. Le temps, c'est vraiment pas du tout ce que le temps physique, le temps en science, c'est pas du tout le temps que nous comment je vais dire, nous consommons au quotidien. C'est pas pareil, en fait. Si on ne prend pas ces temps de réflexion, en fait, on ne comprend pas. Et par exemple, les nombres fonctionnels. Donc, puisque quand je dis j'ai terminé, parce que voilà, j'ai essayé de brosser les différents nombres. Et les nombres transcendants et autres. J'ai compris ce que ça veut dire concrètement. Prenons les nombres fonctionnels. Ça, on ne parle pas des nombres fonctionnels. 1 divisé par 2. Est-ce que c'est un nombre? Voilà. Ce n'est pas un nombre au même titre que 1, 2, 3. Non, c'est un nombre fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a la fonction division qui est dedans. C'est-à-dire qu'il faut garder ça comme ça. Et si on veut l'écrire, on a appris aux élèves 1 divisé par 2, ils vont écrire 0,5. Avant, moi aussi, je pensais que c'était le cas. Mais maintenant,
après ce travail-là, je me suis dit non, il y a un problème. Comment on peut écrire sous une autre forme 1 divisé par 2 sous forme décimale, là, 0,5? Et j'ai compris que non, c'est la base qu'on a choisie, c'est la base décimale. Donc, du coup, si on change de base, 1 demi, quand on l'écrit, ce n'est pas 0,5. On peut trouver 0,33333. En fait, ça dépend de la base qu'on a choisie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, notre éducation, elle est incomplète. Et donc, c'est seulement ceux qui ont compris que 1 demi, ça n'a pas vraiment cette valeur, mais c'est parce qu'on a choisi la base. Eux, ils pourront un jour créer quelque chose en choisissant une autre base, tout en utilisant 1 demi et en atteignant d'autres résultats. Mais toi qui as appris que 1 demi c'est égal à 0,5, tu vas mourir avec ça. Tu vas mourir avec cette connaissance-là, 1 demi égale 0,5. Tout ce que tu vas faire sera limité par 1 demi égale 0,5. Donc, vous voyez, en fait, c'est énorme quand on réfléchit sur ces choses, c'est énorme, en fait. Donc, prenons depuis que nous avons, par exemple, on a appris que le factoriel disons, de 4 se calcule comment? 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 0 factoriel qui est 1. On s'arrête là, n'est-ce pas? Donc, on a appris ça. Mais est-ce qu'on sait calculer le factoriel de 2,5? On n'a pas appris ça. Et donc, vous prenez même tous les élèves de terminale, personne ne sait. Ils n'y pensent même pas, ils ne savent pas. Alors, selon vous, comment amener les élèves à s'intéresser aux mathématiques ou bien aux mathématiques scientifiques? C'est pas compliqué. C'est par les exemples justement du réel. C'est-à-dire, vous voyez ça, c'est comme ça qu'on traduit ça en expression en mathématiques. Vous voyez, ceci-là, on va l'écrire comme ça. Et sous cette forme-là, ainsi de suite. Et vous pouvez vous-même l'écrire sous la forme que vous-même vous pensez. D'accord? Donc, réfléchissez, écrivez-le sous une forme. Et ensuite, vous allez voir, les élèves vont arriver avec différentes formes d'écriture de la chose réelle. Chacun va exprimer ça de sa manière. Très bien. Maintenant, comment savoir laquelle manière va tenir? Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la réalité. Il y a beaucoup, surtout en physique, comme on modélise beaucoup des choses, et il y a beaucoup de modèles, toujours pour décrire la même chose. Mais dans la durée, certains modèles tombent, on ne les utilise pas. Et d'autres modèles vont continuer. Pourquoi? Parce que ces modèles-là permettent de faire plus de choses que d'autres modèles qui sont trop figés. Ouais. Et c'est comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut recycler même les enseignants de mathématiques. Au vu de ce que vous venez d'expliquer. Les recycler dans quel sens? Les amener à mieux enseigner les élèves. Oui, alors ils savent le faire. Hein, ce sont des enseignants, ils savent le faire très bien. Bon, mais c'est juste l'écriture est là pour ça. Hein, c'est quelqu'un, il prend le temps, il réfléchit sur un sujet, eux ils vont le lire, et puis chacun va prendre un peu de choses là-dedans, il va dire ah tiens ici, là j'ai compris, je peux présenter de cette façon-là. Donc c'est ce qui fait que, je vais dire aujourd'hui, je peux enseigner à un élève de la classe de maternelle, d'accord, c'est-à-dire qui n'est pas encore au CP1, comment faire 2 moins 3, l'enfant saura le faire. Alors que c'est en 6e que nous on apprend les nombres négatifs. L'enfant saura faire ça. Je peux lui apprendre comment diviser 12 par 2, l'enfant saura faire, juste en comptant. D'accord? Donc, et il y avait les méthodes égyptiennes, des méthodes chinoises voilà, qui sont présentées aussi. Mais il y a plein d'autres méthodes, mais qui ne seront révélées que si la personne, l'enseignant, a pris le temps de réfléchir, de concevoir la chose. Pourquoi on n'enseigne pas, par exemple, les intégrales en 6e? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que l'enseignant ne sait pas encore comment peut-être présenter la chose pour que ça ne soit pas juste du par cœur. Mais voilà, il y a plein de jeux, au fait, qu'on peut... C'est par le jeu, hein, les mathématiques, il faut le voir comme ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est comme un jeu. Donc, il faut organiser les choses, et puis on joue, et puis l'enfant, à partir de là, l'enfant va... et on fait passer le message un peu de mathématiques, etc. D'accord? Et l'enfant, comme ça, va apprendre quelque chose qui fait peur. Ben, pour l'enfant, finalement, ça sera un jeu. Docteur, où peut-on trouver le livre? Alors, pour l'instant, si on veut acheter le livre, on peut le commander sur le site A7GECOM ou gecom.org.
gcom.org, dans boutique, on peut commander. On remplit le formulaire, on met le titre du livre. Et ensuite, c'est un peu partout chez les gens chez qui j'ai gardé donc quelques exemplaires, pas beaucoup, parce que j'en ai pas imprimé beaucoup. En ce moment, moi, je les oriente vers la personne qui va leur remettre le livre. Donc, on peut sur gcom.org ou ACTGcom, A2SETGKOM. Et si on tape ça sur Google, normalement, ça sort. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un message ou bien sûr un numéro sur lequel on peut vous contacter et puis avoir le livre. Et un numéro sur lequel on peut... Oui, allez-y. Oui, alors, ça après, je vous le laisse, vous allez le communiquer. Alors, c'est le 90 85 31 87, donc comme ça, on peut avoir l'essai, le document 90 85 37 87. Sur ces numéros, vous pouvez avoir le livre. Alors, si vous avez un message, en guise de mot de fin. Oui, et je vais dire, il faut qu'on fasse encore plus de mathématiques et aussi qu'on développe, les arts. Et ensuite, qu'on fasse travailler les mathématiciens et les artistes. Quand je parle des artistes, pour moi, le menuisier, c'est un artiste, le forgeron est un artiste. Et donc, faire travailler, et aussi créer une faculté mixte de mathématiques et des langues. Faculté mixte de mathématiques et des langues. Il faut que ces deux-là constituent un bloc de discipline. Et c'est important. Disons merci au docteur Komla Ako, auteur de l'essai Le nombre 1 dans l'imaginaire. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de cette émission mise en onde par Georgette Clousset. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.